Frade nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On va commencer avec Alep-Est, en Syrie, où l'intensification des frappes a fait au moins 21 morts hier, dont 2 enfants, tandis que 50 000 personnes ont fui les quartiers rebelles. Les Syriens qui fuient tentent d'obtenir de l'aide au milieu des bombardements, titre The Wall Street Journal, qui montre plusieurs d'entre eux actuellement réfugiés dans la partie de la ville qui est contrôlée par le régime, tendant les bras, on le voit, pour recevoir des rations de nourriture envoyées par Moscou, qui appuie dans le même temps l'offensive des troupes de Bachar el-Assad. Cette intensification des bombardements a amené l'ONU à mettre en garde contre le risque de voir la ville se transformer en un gigantesque cimetière. Je cite un cri d'alarme qui fait la une de l'Orient le jour, qui rapporte que le patron des opérations humanitaires des Nations Unies a lui aussi appelé à l'aide le Conseil de sécurité réuni en urgence à la demande de la France. Mais les ambassadeurs des 15 pays, écrit le quotidien libanais, ont dressé un constat d'impuissance, les Occidentaux rejetant la faute sur la Russie. L'Occident, dont The Guardian dénonce ce matin l'échec sinistre à Alep, théâtre d'un nouvel exode. Le journal dénonce une stratégie de bombardement indiscriminé, de terreur et de destruction. L'impuissance des nations, des institutions onusiennes est patente, alors que la machine de propagande russe tourne, elle, à plein régime, accuse le journal, qui rappelle la façon dont Moscou et le gouvernement syrien présentent leurs agissements comme la libération d'une population décrite comme l'otage des terroristes islamistes. Terroriste, rappelle The Guardian, c'est le mot employé par le régime et la Russie pour qualifier l'opposition à Assad depuis le soulèvement de 2011. Une révolution qui s'est transformée en guerre civile après que Damas a décidé de recourir à la force militaire, aux missiles, aux barils de bombes et aux armes chimiques contre sa propre population. À l'été 2015, Assad semblait sur le point de tomber et c'est à ce moment-là que la Russie est intervenue, relève The Guardian. Le destin d'Alep est une humiliation pour l'ONU et sa chute sera une victoire sans équivoque pour la Russie. Alep s'apprête à rejoindre la liste infamante, je cite, de ces villes synonymes de crimes de guerre commis sous le regard impuissant du monde. Srebrenica, Grozny et même Guernica. Une fois de plus, on ne dit plus jamais ça. Les conséquences de ce qui est en train de se produire, à la fois sur le plan de la radicalisation et pour l'équilibre des forces dans la région, sont difficiles à mesurer. Mais elles ne seront pas bonnes, je cite. Voilà, Pauline, à quoi ressemble l'étoile de Noël qui brille sur Alep. Pour The Times, c'est une bombe qui explose dans le ciel. Un spectacle auquel assistent, on le voit, les rois mages iraniens, syriens et russes. Tandis que dans un coin, le président élu américain Donald Trump sifflote et détourne le regard. Il est aussi beaucoup question du côté de la presse française de la décision du Rwanda d'ouvrir une enquête sur le rôle d'une vingtaine d'officiers français dans le génocide de 1994. D'après Le Monde, l'identité de ces militaires n'a pas été divulguée par le procureur général rwandais qui a annoncé cette décision en début de semaine. Une décision qui risque de rallumer les tensions qui opposent les deux pays depuis 22 ans, d'après le journal, qui raconte que depuis que l'actuel président Kagame a chassé en juillet 1994 le régime extrémiste Hutu et mis fin au génocide, il reproche à la France son implication à la fois avant, pendant et après les massacres. En 2006, rappelle Le Monde, Kigali avait temporairement rompu ses relations avec Paris lorsque le juge Jean-Louis Bruguière, chargé de l'enquête sur le crash de l'avion du président Juvénal Habyarimana, qui avait été l'événement déclencheur du génocide, avait réclamé donc que Paul Kagame soit jugé pour son rôle dans la mort de ce dernier. Le président rwandais avait alors répliqué en accusant la France d'avoir formé les militaires qui se sont livrés au génocide. Si la liste nominative des personnes soupçonnées par Kigali n'a pas encore été divulguée, Libération estime qu'on peut cependant avancer qu'on y retrouvera les noms évoqués récemment par la Commission rwandaise de lutte contre le génocide, qui a publié, elle, le 1er novembre dernier, une liste de 22 officiers français impliqués, selon elle, dans le génocide. Parmi les noms cités, celui de Paul Baril, l'ex-gendarme de l'Élysée, devenu mercenaire, qui fait également l'objet d'une information judiciaire au pôle génocide du tribunal de grande instance de Paris, selon Libé, pour complicité dans le génocide rwandais de 1994. Bref, en France aussi, écrit le journal, des juges s'interrogent sur le rôle de certains Français dans le génocide qui s'est déroulé au Rwanda. La seule question qui mérite attention, savoir si Paul Baril et d'autres agissaient en électron libre ou en service commandé, je cite Libé.
Et un mot pour terminer du lancement aujourd'hui d'une version allemande de Charlie Hebdo. Le site de France Info nous apprend que ce premier numéro en allemand a été tiré à 200 000 exemplaires, un numéro de 16 pages qui reprend la maquette française avec des traductions de textes et de dessins, mais aussi des contenus spécifiques pour l'Allemagne. Le teaser de ce numéro, on le voit, c'est Angela Merkel assise sur des toilettes, le pantalon baissé, un exemplaire de Charlie Hebdo à la main. C'est un dessin signé Riss, qui reprend là d'ailleurs un dessin que Charb avait publié il y a quelques années. Charb qui a été tué, on le rappelle, dans l'attentat qui a coûté la vie à 12 personnes en janvier 2015. Le slogan en allemand de Charlie Hebdo, Na sicher, Charlie Hebdo, le journal qui détend. On ne s'en fait pas. Merci beaucoup Hélène.